Les sols en marbre de la résidence Al-Mansour, dans le quartier de Jumeirah à Dubaï, retenaient la fraîcheur de la nuit comme un secret bien gardé. La climatisation bourdonnait doucement. Le parfum du oud flottait, chaud et fumé, s'échappant d'un diffuseur en cristal. À 5 heures du matin, alors que l'appel à la prière murmurait depuis une mosquée lointaine, Ana Beatriz Silva, 27 ans, femme de ménage brésilienne, polissait un plateau d'argent jusqu'à ce que son reflet s'y stabilise. Elle entendit un cri mince et aigu percer le silence. Pas le cri de son propre bébé, pas celui de Noah, il était chez la voisine à Daïra, mais celui d'Amir, le fils nouveau-né du cheikh Karim Al-Mansour. « Ne touche pas à ce qui ne t'appartient pas », lança sèchement Leila Kassim, l'organisatrice d'événements en talons de soie et au regard glacial, passant comme un nuage de parfum au jasmin. « Reste dans le couloir de service. Un personnel invisible fait des matinées parfaites. » Les pleurs devinrent déchirants, suffocants. Anna suivit le son jusqu'à une chambre d'enfant baignée de soleil et ornée d'or pâle. La nourrice n'était nulle part. La petite poitrine d'Amir se soulevait par saccades. Son visage rougissait de panique. L'instinct déchira la peur. Anna le souleva, murmurant en portugais, le cœur battant comme un tambour dans un défilé de samba, et, protégée par son foulard, l'allaita juste assez pour calmer sa respiration. Le bébé s'apaisa contre elle, la chaleur frénétique sur son front se rafraîchissant. La porte s'ouvrit. Le cheikh Karim se tenait là, grand, impeccable dans sa kandoura blanche, l'incrédulité plissant son front. Derrière lui, le sourire de Leila scintillait comme du verre. La pièce se remplit du murmure de l'océan par la fenêtre et du léger bourdonnement de l'air. Personne ne parlait. Le silence pesait plus que les mots, lourd de jugement et de quelque chose d'autre, ou quelque chose qui ressemblait à un souffle retenu. Dans l'immense demeure, le temps semblait suspendu. Anna sentait le poids du regard du cheikh, mais elle ne baissa pas les yeux. Le petit Amir, maintenant calme, respirait doucement contre sa poitrine. Elle reposa délicatement l'enfant dans son berceau, ses gestes précis et tendres. « Comment? Osez-vous » murmura Leila, chaque syllabe tranchante comme une lame. « Vous êtes engagé pour nettoyer, pas pour vous occuper du fils du cheikh. » Anna se redressa, le menton légèrement relevé. « Il ne pouvait pas respirer », dit-elle simplement, son accent tintant ses mots français. « J'ai fait ce que toute mère aurait fait. » Le cheikh Karim s'approcha du berceau, observant son fils maintenant paisible. Ses traits restaient indéchiffrables, mais quelque chose dans son regard avait changé. Une lueur de curiosité, peut-être, ou de reconnaissance. « Leila, laisse-nous » ordonna-t-il d'une voix calme qui ne tolérait aucune objection. L'organisatrice hésita, ses bracelets tintant comme des clochettes impatientes. « Mais cher, le protocole, laisse-nous » répéta-t-il plus fermement cette fois. Lorsque la porte se referma derrière Leila, le silence reprit ses droits. Au loin, on entendait le bruissement des vagues contre la plage privée de la résidence. Anna restait immobile, les mains jointes devant elle, attendant son sort. « Comment t'appelles-tu » demanda finalement le cheikh. « Ana Beatriz Silva, monsieur. Tu as un enfant » Anna hocha la tête. « Un fils, Noah, 6 mois. » Le cheikh s'approcha de la fenêtre, contemplant l'horizon où le soleil commençait à teindre le ciel de rose et d'or. « Mon fils a une allergie au lait, » dit-il, sa voix mesurée. Nous changions de formule. La nourrice était partie chercher le stylo d'épinéphrine. Chaque seconde comptait. Anna sentit une vague de soulagement la traverser, suivie immédiatement par une nouvelle inquiétude. Elle avait peut-être sauvé l'enfant, mais elle avait aussi enfreint toutes les règles de la maison. « Tu l'as nourri ?» continua le cheikh, se tournant vers elle. Ce n'était pas une question. « Oui » admit Anna. « Je n'ai pas réfléchi. J'ai agi. » Un léger sourire traversa le visage du cheikh, si bref qu'Anna crut l'avoir imaginé. « L'instinct maternel » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Dans le berceau, Amir émit un petit gazouillement satisfait.
Le soleil matinal créait maintenant des motifs complexes sur le sol en marbre, traversant les moucharabiers délicatement sculptés des fenêtres. « Ma femme », commença le Cheikh, sa voix soudain plus douce, « aurait apprécié ton geste. Elle disait toujours que les titres n'enseignent pas la compassion, ce sont les cœurs qui le font. » Anna ne savait pas quoi répondre. Elle pensait à Noah, à la petite chambre qu'il partageait au-dessus de l'échoppe d'épices à Deira, à l'odeur de cumin et de cardamome qui imprégnait l'escalier. « Tu peux retourner à ton travail, » dit finalement le Cheikh. « Nous reparlerons de cet incident plus tard. » Anna s'inclina légèrement et se dirigea vers la porte. Elle sentait que quelque chose avait changé, mais ne pouvait dire si c'était en bien ou en mal. Alors qu'elle atteignait la poignée, la voix du Cheikh l'arrêta. « Anna Béatrice Silva. » Elle se retourna. « Merci, » dit-il simplement. Enceinte, quittant la chambre, Anna croisa Léla dans le couloir. L'organisatrice la dévisagea avec un mélange de dédain et de curiosité. « Tu ne travailleras plus ici demain, » murmura-t-elle, un sourire satisfait aux lèvres. Le Cheikh est peut-être poli, mais il n'oublie jamais une transgression. Anna continua son chemin, le dos droit, la tête haute. Dans son cœur, elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal. Quoi qu'il arrive demain, elle avait agi avec la seule autorité qui comptait vraiment, celle de l'amour maternel. À l'extérieur, Dubaï s'éveillait. Les gratte-ciels scintillaient sous le soleil levant, miroir géant reflétant la promesse d'un nouveau jour. Anna pensa à Noah, à son sourire édenté, à ses petites mains qui s'accrochaient aux siennes. Quoi qu'il arrive, ils s'en sortiraient. Ils avaient toujours trouvé un moyen. Avant les tours de verre de Dubaï, Anna connaissait le sel de Salvador et l'odeur sucrée du tapioca qui frissonnait sur les coins de rue. Elle avait grandi dans une maison d'une pièce, avec un toit en tôle, qui chantait quand il pleuvait. Sa mère repassait les vêtements des voisins. Son père s'était évanoui avec une promesse et une guitare. La perte avait creusé des espaces silencieux en elle, mais lui avait aussi appris à écouter. Le vent, l'eau, le tremblement du cri d'un enfant. À 24 ans, elle était tombée amoureuse. À 25 ans, elle l'avait perdu dans un accident de moto. Et à 26 ans, elle était à Dubaï, envoyant de l'argent à la maison et comptant les miracles en petites pièces. Le soir, dans son petit appartement de Deira, Anna berçait Noah en fredonnant une berceuse brésilienne que sa grand-mère lui chantait autrefois. L'air embaumait les épices du marché en contrebas, cardamome, safran, curcuma. Un ventilateur bourdonnait doucement, brassant la chaleur persistante. Dans le lit étroit, quelques jouets en peluche élimés veillaient comme des gardiens, fidèles. Quand Anna travaillait de nuit, Noah dormait chez Fatima, la couturière veuve de l'appartement voisin. Ses mains, parfumées d'amidon et d'eau de rose, étaient ce qui se rapprochait le plus d'une étreinte de grand-mère. « Tu es forte ?» disait souvent Fatima, tandis que la vapeur s'élevait de la bouilloire. Forte ne veut pas dire bruyante, ça veut dire constante. Ce soir-là, après l'incident chez le Cheikh, Anna était rentrée plus tôt que prévu. Elle avait trouvé Fatima assise sur le petit balcon, recousant un ourlet, tout en surveillant Noah, qui dormait dans son berceau de fortune. « Tu as l'air troublée, ma fille, » remarqua Fatima, ses yeux perçants scrutant le visage d'Anna. Anna s'assit, sur le tabouret à côté d'elle, le poids de la journée s'abattant soudain sur ses épaules. En quelques mots, elle raconta ce qui s'était passé, le bébé qui suffoquait, son instinct maternel prenant le dessus, le regard du Cheikh. Fatima écoutait sans interrompre, ses doigts agiles, continuant leur danse sur le tissu. Quand Anna eut terminé, la vieille femme posa son ouvrage et prit les mains de la jeune mère dans les siennes. « Écoute-moi bien, » dit-elle doucement. « Dans ce monde, il y a des règles écrites par les puissants, et il y a des lois gravées dans nos cœurs. Tu as obéi aux secondes. Ne t'excuse jamais pour cela. » Anna sentit des larmes monter. « Mais je vais perdre mon emploi. Comment vais-je nourrir Noah? Comment vais-je payer le loyer ?» Fatima secoua la tête. « Ne présume pas du pire.
J'ai vécu assez longtemps pour savoir que parfois, ce qui semble être une catastrophe peut se transformer en bénédiction. Dans le berceau, Noah s'agita, ses petits poings battant l'air. Anna le prit dans ses bras, humant son odeur de bébé. Et talc et lait, et cette indéfinissable douceur qui lui serrait le cœur chaque fois. « Nous trouverons un moyen », murmura-t-elle contre son front duveteux. « Nous avons toujours trouvé. » Cette nuit-là, allongée à côté de son fils endormi, Anna revit sa vie comme un film qui défilait en arrière. Les rues colorées de Salvador, où les danseurs de capoeira traçaient des arcs gracieux sous le soleil. Sa mère, penchée sur une planche à repasser, chantonnant des chansons d'amour mélancoliques. Son père, une silhouette floue s'éloignant dans la brume matinale. Puis Marcel, avec son rire éclatant et ses rêves plus grands que la vie, emporté trop tôt par une route mouillée et des freins défaillants. Anna croyait, peut-être, obstinément, que la vie pouvait tourner comme la marée, que la patience était une forme de courage, que la dignité était un manteau qu'on portait même quand d'autres essayaient de vous en dépouiller. Quand elle bordait la couverture de Noah sous son menton et embrassait son front, elle chuchotait « Nous serons vus, me à mort. Un jour, le monde nous regardera et ne nous ignorera pas. » Le lendemain matin, le soleil se levait à peine quand le téléphone d'Anna vibra. Un message. Son cœur fit un bond quand elle vit l'expéditeur. « Bureau du Cheikh Karim. » Le message était bref. « Présentez-vous. Au bureau des ressources humaines à 9 heures. » Fatima accepta de garder Noah. « Va, dit-elle en ajustant le hijab d'Anna. Va avec fierté. » Le trajet en métro jusqu'à Jumeirah parut interminable. Les gratte-ciel défilaient par la fenêtre. Monument, scintillant d'une richesse qu'Anna ne pouvait qu'effleurer en la nettoyant. Elle observait les passagers, hommes d'affaires en costumes impeccables, touristes excités, travailleurs comme elle, invisibles dans leur uniformité. À la résidence Al-Mansour, l'atmosphère était différente. Des regards curieux la suivaient. Des chuchotements s'élevaient sur son passage. La rumeur s'était répandue comme une tache d'huile sur l'eau. Le bureau des ressources humaines sentait le papier neuf et le désinfectant. Monsieur Laurent, un Français d'âge moyen aux lunettes sévères, l'attendait derrière un bureau, immaculé. « Mademoiselle Silva », commença-t-il, consultant un dossier ouvert devant lui. « Je crois que nous avons un problème. » Anna se tint droite, les mains croisées devant elle pour cacher leur tremblement. « J'ai fait ce que je pensais être juste, monsieur. » Laurent la regarda par-dessus ses lunettes. « Ce n'est pas à vous de décider ce qui est juste dans cette maison. » Une porte s'ouvrit derrière eux. Léla entra, vêtue d'un tailleur impeccable, un sourire satisfait aux lèvres. « Le formulaire de licenciement est prêt, » dit-elle, tendant une chemise à Laurent. Anna sentit son estomac se nouer. C'était donc fini. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, tous ses plans, ses espoirs. Ce ne sera pas nécessaire. Et voix fit sursauter tout le monde. Le cheikh Karim se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant Amir dans ses bras. Le bébé gazouillait joyeusement, agrippant le doigt de son père. « Cheikh !» balbutia Laurent, se levant précipitamment. Nous étions justement en train de régler cette situation. » Karim s'avança dans la pièce, son regard fixé sur Anna. « J'ai passé la nuit à réfléchir, » dit-il lentement, « à ce que signifie prendre soin de quelqu'un, à ce que ma femme aurait voulu. » Il regarda son fils qui lui offrit un sourire édenté. Amir a besoin de personnes qui voient au-delà des règles, qui agissent avec le cœur quand c'est nécessaire. Anna retenait son souffle. Léla semblait avoir avalé quelque chose d'amer. « Je ne vous licencie pas, mademoiselle Silva, » continua le cheikh. « En fait, j'aimerais vous proposer un autre poste. » Le soleil entrait à flot par la fenêtre, réchauffant la pièce. Au loin, la mer scintillait, promesse de possibilités infinies. Anna sentit quelque chose s'ouvrir en elle, non pas comme une porte, mais comme une aile. L'après-midi, le palais bourdonnait d'activité. Les rumeurs voyageaient plus vite que les plateaux de thé. La voix de Léla, lisse comme la glace, se faufilait dans les couloirs. Une femme de ménage, nourrissant le fils du cheikh, sans limite, dangereuse.
La nourrice pleurait derrière la porte d'un placard. La sécurité examinait les enregistrements. Les ressources humaines imprimaient des formulaires aussi secs que le sable. Quelqu'un mentionnait l'expulsion. Ce mot écorchait les oreilles, et Dana comme du gravier dans ses chaussures. Dans les jours qui suivirent l'incident, Anna marchait sur des œufs. Le nouveau poste que le cheikh lui avait proposé, assistante de puériculture à la fondation Rehm Al-Mansour, ne commencerait que dans 2 semaines. En attendant, elle continuait son travail de nettoyage, consciente des regards qui la suivaient. Ce matin-là, le soleil de septembre inondait l'atrium de la résidence, créant des piscines de lumière sur le sol en marbre. Anna polissait les rampes en laiton de l'escalier principal quand elle entendit des voix s'élever derrière la porte du bureau du cheikh. « C'est de la folie, Karim. » La voix tranchante de Leila était impossible à confondre. « Tu ne peux pas mettre cette femme de ménage en position d'autorité. Qu'en diront les autres familles? La presse? » « Ma décision est prise. » La voix du cheikh était calme, mais ferme. « Et si elle parle aux médias, si elle raconte comment elle a allaité ton fils, as-tu pensé au scandale ?» Un silence. Anna restait immobile, le chiffon suspendu au-dessus du métal brillant. « Elle ne le fera pas, » répondit finalement Karim. « Elle comprend la valeur de la discrétion. »« Tu ne la connais même pas, » s'exclama Leila. « Elle pourrait être n'importe qui. Tu risques tout pour une étrangère qui a enfreint toutes les règles de cette maison. » Anna sentit son cœur se serrer. Leila avait raison sur un point. Elle était une étrangère ici, une intruse dans ce monde de privilèges et de protocoles. Plus tard, dans les jardins suspendus de la résidence, Anna prenait sa pause. L'air sentait le jasmin et l'eau salée. Au loin, les gratte-ciel de Dubaï scintillaient comme des jouets fantastiques. Elle composa le numéro de Fatima. « Comment va Noah ?» demanda-t-elle dès que la vieille femme décrocha. « Il dort comme un ange, » répondit Fatima. « Son nez coule un peu, mais la fièvre est tombée. » Anna ferma les yeux, imaginant son fils dans le petit appartement de Deira, entouré de tissus colorés et du bruit rassurant de la machine à coudre de Fatima. « Et toi ?» demanda la vieille femme. « Comment se passe ton travail ?» Anna hésita. « C'est compliqué, je crois que j'ai des ennuis. » Elle raconta les rumeurs, la colère de Leila, ses craintes pour le nouveau poste. « Écoute-moi bien, » dit Fatima, sa voix crachotant à travers la ligne. « Dans la vie, il y a toujours des obstacles. Ce sont eux qui nous montrent si notre chemin vaut la peine d'être parcouru. » Et ces mots résonnèrent en Anna alors qu'elle traversait l'immense cuisine où le personnel préparait le déjeuner. L'odeur de safran et d'agneau rôti flottait dans l'air. Le chef, Monsieur Renaud, un Français à la moustache impressionnante, lui fit un clin d'œil discret. « Notre héroïne » murmura-t-il en lui glissant un petit pain aux dattes encore chaud. « Ne les laisse pas t'intimider, petite, ce que tu as fait était brave. » Anna sourit, reconnaissante de ce petit geste de solidarité. Mais en quittant la cuisine, elle tomba nez à nez avec Sanaé, la nourrice d'Amir. La jeune Marocaine avait les yeux rougis, son habituel foulard bleu pâle froissé comme si elle l'avait tortillé entre ses doigts pendant des heures. « Je voulais te remercier, » dit Sanaé à voix basse. « Pour Amir. J'étais parti chercher son médicament et quand je suis revenu, » sa voix se brisa. « J'ai cru que j'allais perdre mon travail. Peut-être que je le méritais. » Anna secoua la tête. « Tu as fait ce qu'il fallait, tu es allé chercher ce dont il avait besoin. Mais toi, tu étais là quand il le fallait, » insista Sanaé. « C'est ce qui compte vraiment. » Quelque chose dans ces mots toucha Anna profondément. Être là quand il le fallait, n'était-ce pas ce qu'elle essayait de faire pour Noah, jour après jour? N'était-ce pas ce que sa mère avait fait pour elle, malgré la pauvreté et l'absence du père? L'après-midi avançait, lourd de chaleur et de tension. Anna nettoyait les grandes baies vitrées donnant sur la mer quand elle aperçut le cheikh marchant seul sur la plage privée. Il portait des vêtements occidentaux, un simple pantalon de toile et une chemise blanche, et semblait perdu dans ses pensées. À ce moment,
Le téléphone d'Anna vibra. Un message de Fatima. « Viens vite, Noah ne va pas bien, fièvre revenue. » La panique monta comme une vague. Anna regarda l'horloge. Il lui restait encore 3 heures de travail. Partir maintenant signifierait probablement la fin de son emploi, peut-être même la fin de l'opportunité à la fondation. Elle descendit rapidement à la salle du personnel, cherchant Madame Joubert, la responsable des horaires. La Française revêche fronça les sourcils en l'écoutant. « Impossible, trancha-t-elle. Nous sommes en sous-effectif aujourd'hui. Si vous partez, ce sera considéré comme un abandon de poste. » Anna sentit la colère monter, mêlée à l'impuissance. « Mon fils est malade, il a besoin de moi. »« Nous avons tous des problèmes personnels, » répliqua Madame Joubert. « La résidence ne peut pas s'arrêter de fonctionner pour chaque rhume d'enfant. » Dehors, le soleil semblait soudain trop brillant, l'air trop lourd. Anna marcha jusqu'au petit jardin d'oliviers où les employés prenaient parfois leur pause. Elle s'assit sur un banc en pierre, serrant son téléphone, regardant un fil de nuages se défaire dans l'éclat. Si elle perdait ce travail, le loyer dévorerait ses économies. Le lait maternisé à lui seul pourrait vider son portefeuille. La peur avait un goût métallique sur sa langue. Elle ferma les yeux, écoutant la respiration de Noah dans sa mémoire, le rire de sa mère à travers le temps. Une phrase de sa grand-mère remonta à la surface, brillante et simple. « Le lait est miséricorde. » La miséricorde ne demande pas la permission quand un enfant ne peut pas respirer. Quand Anna ouvrit les yeux, un message brillait sur l'écran. « Présentez-vous au Majlis à 19h. Bureau du cheikh Karim. » Son pouls trébucha. Elle imagina le sourire froid de Léla, le bruit sourd d'un tampon mettant fin à des semaines de travail, la petitesse de sa chambre à Deira devenant encore plus petite. Mais sous la peur, un mince fil tirait, comme le premier soupçon de brise avant qu'une tempête ne change de direction. Anna se leva déterminée. Elle irait d'abord voir Noah, puis affronterait ce qui l'attendait au Majlis. Certaines règles pouvaient être brisées quand l'amour l'exigeait. N'était-ce pas la leçon qu'elle avait apprise dans la chambre d'Amir? Elle traversa le jardin en direction de la sortie de service, quand une voix l'arrêta. « Mademoiselle Silva ». Le cheikh Karim se tenait là. Son visage, indéchiffrable dans la lumière dorée de l'après-midi. « Cheikh », murmura Anna, s'inclinant légèrement. « Je dois partir. Mon fils est malade. » Elle s'attendait à de la colère, à du mépris, peut-être même à un congédiement immédiat. Au lieu de cela, le cheikh hocha simplement la tête. « Prenez ma voiture », dit-il, faisant signe à un chauffeur qui attendait à proximité. « Elle vous conduira plus rapidement que le métro. » Anna le regarda, stupéfaite. « Mais mon service n'est pas terminé. » Karim sourit légèrement. Parfois, les règles doivent plier devant des nécessités plus importantes. N'est-ce pas ce que vous m'avez enseigné? Alors qu'elle montait dans la voiture luxueuse, Anna sentit quelque chose changer en elle, non pas comme une porte qui s'ouvre, mais comme une lumière qui s'allume, révélant un chemin qu'elle n'avait pas vu auparavant. « Rendez-vous au Majlis ce soir », ajouta le cheikh. « Nous avons beaucoup à discuter. » La voiture s'éloigna, laissant derrière elle un nuage de poussière dorée. Dans le rétroviseur, Anna vit la silhouette du cheikh, immobile dans le jardin d'oliviers, contemplant la mer qui s'étendait comme une promesse. Le Majlis sentait la menthe, le café et le bois, fraîchement cirés. Les lampes projetaient une lumière ambrée sur les coussins brodés. Le cheikh se tenait près de la fenêtre. Le crépuscule drapait la mer d'un bleu cobalt. Ses yeux étaient fatigués, pas durs. Sur la table basse reposait une tablette figée sur les images de sécurité. La chambre d'enfant, le fauteuil à bascule vide, le petit corps d'Amir se raidissant, Anna se précipitant, son foulard le protégeant, tandis qu'elle murmurait « Calme-toi, le pequenino ». Anna se tenait au centre de la pièce, les mains jointes devant elle. Après avoir passé 2 heures à soigner Noah, la fièvre avait baissé grâce aux médicaments, elle avait confié son fils à Fatima et était revenue à la résidence Al-Mansour, le cœur battant d'appréhension.
le chauffeur du cheikh, l'avait conduite directement au Majlis, cette pièce traditionnelle où les hommes importants recevaient leurs visiteurs. C'était une première pour Anna. Les employés de maison n'étaient jamais invités dans ces espaces privés. Karim mit la vidéo en pause. « Mon fils souffre d'une allergie au lait, dit-il d'une voix mesurée. Nous étions en train de passer à une nouvelle formule. La nourrice était partie chercher le stylo d'épinéphrine. 30 secondes comptaient. Anna déglutit. Il ne pouvait pas respirer. Il acquiesça. « Tu n'as pas demandé la permission. » Il laissa les mots flotter, puis les adoucit. « Tu n'as pas attendu non plus. Tu as choisi l'enfant. » Leila s'agita dans un coin, ses bracelets tintant comme des cloches impatientes. Karim continua. « Ma défunte, femme Réhem, finançait un programme pour les mères et les nourrissons à Al-Quos. Elle disait souvent « Chaque enfant est la question de chaque mère. » J'ai oublié cela, dans ma peur du scandale. Il se tourna vers Anna. « Je ne peux pas te demander d'effacer ce que tu as fait par amour, et je ne te punirai pas pour cela. Mais je peux te demander ton aide. Nous avons besoin de mères dans cette maison qui connaissent le langage des petits. Oh Chris, veux-tu rejoindre notre fondation en tant que stagiaire soignante? Nous parrainerons la garde de ton fils. » La pièce s'éclaircit, comme si les lampes s'étaient rapprochées. La dignité revint sur les épaules d'Anna, chaude comme un châle. « Oui, dit-elle, sa respiration se stabilisant. « Oui, je le ferai. C'est absurde. » La voix de Leila brisa la tranquillité du moment. « Cher, avec tout le respect que je vous dois, cette femme a violé tous nos protocoles. Elle représente un risque pour notre réputation. Sa place n'est pas à la fondation. » Karim se tourna vers l'organisatrice, son regard s'assombrissant légèrement. « Réhem aurait vu les choses différemment, Leila. » Le nom de la défunte épouse flotta dans l'air comme un parfum subtil. Anna n'avait jamais connu la femme du cheikh, mais son influence semblait imprégner les murs même de la résidence. « Réhem n'est plus là, » répondit Leila, sa voix plus douce maintenant, presque vulnérable. « Et nous devons penser à l'avenir, d'Amir, à sa sécurité. » « C'est exactement ce que je fais, » affirma Karim. Il se tourna vers la fenêtre, contemplant les lumières de la ville qui commençaient à scintiller dans le crépuscule. « Quand Réhem est décédé, j'ai promis de poursuivre son œuvre. La fondation était son cœur, son héritage pour notre fils. » Anna resta silencieuse, consciente qu'elle assistait à une conversation dont les nuances lui échappaient en partie. Qui était cette rime qui semblait encore si présente dans l'esprit du cheikh? Quelle était cette fondation dont il parlait avec tant de révérence? Comme s'il lisait dans ses pensées, Karim s'adressa à nouveau à elle. La fondation Réhem Al-Mansour aide les mères en difficulté à Dubaï, citoyennes et travailleuses migrantes. Elle offre des soins médicaux, des formations, des ressources pour les enfants. Il s'approcha d'Anna, son regard intense et sincère. « Tu as risqué ton emploi pour sauver mon fils. Ce courage, cette intuition maternelle, c'est exactement ce dont la Fondation a besoin. » À travers les fenêtres ouvertes, la brise marine apportait l'odeur du sel et des jasmins du jardin. Au loin, le muezzin commençait l'appel à la prière du soir, sa mélodie ancienne flottant au-dessus des gratte-ciel ultramodernes. « Mais je n'ai aucune formation, » objecta Anna, son accent brésilien tintant ses mots français. « Je suis juste une mère qui fait de son mieux pour son fils. » Le cheikh sourit légèrement. « C'est précisément pourquoi je te veux dans notre équipe. Les compétences s'acquièrent. L'instinct, lui, est inné. » Leila s'avança, son tailleur impeccable bruissant doucement. « Si le cheikh insiste, bien sûr, nous respecterons sa décision. Mais permettez-moi de suggérer une période d'essai. 3 mois peut-être ?» Anna sentit le regard calculateur de Leila sur elle. Ce n'était pas une offre de paix, mais plutôt une tactique pour gagner du temps. 6 mois, corrigea Karim, et avec formation complète et mentoring, et un appartement dans le complexe de la fondation pour toi et ton fils. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme de la conscience d'Anna.
un appartement? Fini les escaliers étroits au-dessus de l'échoppe d'épices? Fini les nuits à s'inquiéter de la chaleur excessive pour Noah? C'est trop généreux, balbutia-t-elle. C'est pratique, répondit simplement Karim. Tu seras plus efficace si ton fils est près de toi, et nous avons une garderie pour les enfants du personnel. Une porte s'ouvrit derrière eux. Sanaé, la nourrice, entra timidement, portant Amir qui gazouillait joyeusement. « Pardonnez-moi, cher, murmura-t-elle. C'est l'heure du bain d'Amir. » Anna regarda le bébé, ses petits poings battant l'air avec enthousiasme, ses yeux brillants de cette curiosité sans limite propre au nourrisson. Difficile d'imaginer que ce matin même, il luttait pour respirer. « Sanaé », dit doucement Karim. « À partir de demain, Anna rejoindra l'équipe de la fondation. Elle travaillera avec vous et l'équipe de puériculture. J'espère que vous l'accueillerez chaleureusement. » La jeune Marocaine sourit timidement à Anna. « Ce sera un honneur, cher. » Leila observait la scène, son visage un masque parfait d'indifférence professionnelle. Mais Anna pouvait voir la tension dans ses épaules, la légère crispation de ses doigts ornés de bagues. « Nous annoncerons officiellement l'arrivée d'Anna lors du gala de bienfaisance de la Fondation, après-demain, » ajouta Karim, surprenant. « Tout le monde. Le gala ?» Leila ne put contenir sa surprise, mais c'est un événement majeur. Tous nos donateurs seront présents. Les médias, exactement, coupa Karim. Quelle meilleure occasion pour présenter notre nouvelle vision. Réhem aurait aimé cela, une femme qui a sauvé notre fils devenant le nouveau visage de sa fondation. Attention. Le couloir, l'horloge sonna 8 heures. Par la fenêtre, la lune se levait, pâle et ronde, jetant des reflets argentés sur la mer. « Je dois retourner auprès de Noah, » dit doucement Anna. « Il est encore fiévreux. » Karim hocha la tête. « Ma voiture te ramènera. Demain matin, quelqu'un viendra vous chercher, toi et ton fils, pour vous installer dans votre nouvel appartement. » Alors qu'Anna quittait le majlis, elle croisa le regard de Leila. Pas de haine, pas de colère, juste une évaluation froide, comme quelqu'un qui recalcule une stratégie. Dans la voiture luxueuse qui la ramenait à Deira, Anna contemplait les lumières de Dubaï défilant comme des constellations terrestres, la ville des impossibles, où une femme de ménage pouvait devenir, en l'espace d'une journée, la protégée d'un cher. Elle ferma les yeux, imaginant le visage de Noah quand il verrait leur nouvel appartement, quand ils n'auraient plus à supporter la chaleur étouffante de leur petit logement. « Nous serons vus, me à mort, » murmura-t-elle, comme une prière, comme une promesse. « Le monde nous regarde maintenant. » L'annonce vint 2 nuits plus tard, lors d'un gala de charité sous des lanternes suspendues comme des étoiles. L'air avait un goût de cannelle et de café. Des violons tissaient leur mélodie à travers les conversations. Des invités de Business Bay à Abu Dhabi s'étaient rassemblés en soie et en costume. Leila se déplaçait parmi eux, le sourire laqué, la posture parfaite. Quand le cheikh monta sur la scène, la salle se tut, la mer respirant contre la digue au-delà. La salle de réception de l'hôtel Burj Al-Nour scintillait de 1000 feux. Des compositions florales monumentales, orchidées blanches et roses, du désert embaumaient l'air. Les serveurs en livrée blanche se faufilaient silencieusement entre les invités, proposant des coupes de champagne et des plateaux d'amuse-bouche délicats. Anna se tenait dans un coin discret, méconnaissable, dans une robe bleu nuit que Fatima avait ajustée pour elle. La vieille couturière avait travaillé toute la journée précédente, ses doigts agiles transformant une simple pièce de tissu en une création élégante. À côté d'Anna, Noah dormait paisiblement dans un petit berceau portable, vêtu d'un minuscule costume que le cheikh avait fait livrer le matin même. « Tu es magnifique », murmura Sanaé, qui s'était lié d'amitié avec Anna durant les préparatifs du gala. « Personne ne croirait que tu nettoyais des sols il y a 3 jours. » Anna sourit, nerveuse. « Je me sens comme Cendrillon, sauf que minuit ne me transformera pas en citrouille, juste en mer épuisée. » Les 2 femmes étouffèrent un rire. Dans leur coin, elles observaient le ballet social des élites de Dubaï. Ministres, hommes d'affaires, célébrités,
tous venus pour montrer leur soutien à la fondation Rehm Al-Mansour et, bien sûr, pour être vus. « Regarde Leila » chuchota Sanae. « Elle est dans son élément. » En effet, l'organisatrice naviguait avec aisance parmi les invités, son tailleur de créateur étincelant sous les lumières, son rire cristallin ponctue parfaitement chaque conversation. Personne n'aurait pu deviner la colère froide qui l'avait habité ces derniers jours. « Elle est douée », admit Anna. « Elle sait exactement comment parler à chaque personne. » Soudain, les lumières baissèrent légèrement. Un projecteur illumina la petite scène dressée au fond de la salle. Le cher Karim s'avança, élégant dans son costume occidental sombre. Un silence respectueux tomba sur l'assemblée. « Mesdames et messieurs, commença Karim, sa voix amplifiée résonnant dans la salle. Ce soir, nous honorons une femme qui nous a rappelé que les titres n'enseignent pas la compassion. Les huggers le font. » Un projecteur trouva Anna au bord de la salle, portant la simple robe bleu nuit que Fatima avait modifiée, l'ourlet murmurant à ses chevilles. « Elle est la raison pour laquelle mon fils est ici, en bonne santé, gazouillant, dans la chambre d'enfant à l'étage. » Les bracelets de Leila tombèrent silencieux. Karim fit signe à Anna de le rejoindre. Elle gravit les marches, les paumes moites, le cœur battant comme un tambour. Sanae prit le relais auprès de Noah. « Voici Anna-Béatrice Silva, dit-il, sa voix résonnant. Femme de ménage, mère, sauveuse de vie. Elle rejoint la fondation Rehem Al-Mansour pour former des soignants à travers notre ville. Nous créons également un fonds à son nom pour les soins d'urgence aux nourrissons. » Les applaudissements s'élevèrent, pas polis mais pleins, les épaules se soulevant, les visages s'illuminant. Le tintement des verres s'apaisa. Anna prit le microphone. La salle sentait les roses et l'huile de citron. Une brise tirait sur les lanternes. « Je ne veux que personne soit puni, dit-elle, jetant un doux regard vers les coulisses, où la nourrice se tenait, en larmes, et où Leila paraissait soudain petite. La peur nous ralentit. L'amour nous rend courageux. Un enfant avait besoin d'aide, et c'est le seul titre qui devrait compter. » Le silence tomba, puis se brisa, en acclamation, en une vague qui nettoya la salle. Aucune vengeance n'y brûlait. Seulement le soulagement. Karim inclina la tête. Le menton de Leila trembla et pour une fois, elle ne dit rien. Après son discours, Anna fut entourée d'invités curieux. Journalistes, philanthropes, médecins, tous voulaient rencontrer cette femme ordinaire qui avait gagné la confiance du cher. « Racontez-nous comment vous avez sauvé le petit prince », insista une journaliste aux lunettes écarlates. Anna sourit poliment. « J'ai simplement agi comme n'importe quelle mère l'aurait fait. Ce n'est pas une histoire extraordinaire. Mais c'est précisément ce qui la rend extraordinaire, » intervint une voix familière. Le docteur Laurent Mercier, directeur médical de la fondation, s'approcha. Grand, avec des cheveux poivre et sel et des yeux d'une intelligence perçante, il dégageait une autorité tranquille. « Dans notre monde de protocole et de hiérarchie, continua-t-il, nous oublions parfois l'essentiel. Anna nous le rappelle. » La soirée avançait. Les violonistes cédèrent la place à un petit orchestre qui jouait des mélodies arabes, contemporaines. Le champagne coulait, les conversations s'animaient. À un moment, Anna aperçut Leila, seule sur un balcon, contemplant les lumières de la ville. Poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas entièrement, Anna la rejoignit. « C'était une soirée magnifique, » dit-elle doucement. « Vous avez fait un travail remarquable. » Leila se tourna, surprise. Dans la pénombre, son visage semblait plus jeune, moins assuré. « C'est mon métier, » répondit-elle simplement. Un silence s'installa entre elles, pas tout à fait confortable, mais pas hostile non plus. Au loin, le muezzin commençait l'appel à la prière de la nuit. « Vous savez, » dit finalement Leila, fixant l'horizon, « j'étais là quand Rehem est morte, juste après la naissance d'Amir, une embolie, si soudaine. » Anna resta silencieuse, comprenant soudain la férocité, protectrice de Leila. « J'ai promis de veiller sur eux, »
continua l'organisatrice. Sur Karim, sur Amir, sur l'héritage de Rehem, peut-être trop férocement. L'amour prend différentes formes, murmura Anna. Parfois, il ressemble à de la colère ou à de la peur. Léla la regarda enfin, vraiment. Vous êtes plus sage que vous n'en avez l'air, Anna Béatrice Silva. À l'intérieur, quelqu'un appela le nom de Léla. L'organisatrice se redressa, son masque professionnel revenant instantanément. « Le devoir m'appelle », dit-elle, mais avant de partir, elle ajouta à voix basse. « Prenez soin d'eux. » Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, le cheikh trouva Anna près du berceau de Noah. Le petit garçon dormait profondément, un poing minuscule pressé contre sa joue. « Il ressemble à sa mère », observa Karim. Anna sourit. Il a les yeux de son père et son entêtement. Un serveur passa avec un plateau de baklava fraîchement préparé. L'odeur de miel et de pistache flottait délicieusement. « Demain, tu commenceras ta formation à la fondation, » dit Karim. « Le docteur Mercier sera ton mentor. C'est l'un des meilleurs pédiatres de Dubaï et un vieil ami de Rehem. » Anna hocha la tête, soudain submergée par la réalité de sa nouvelle vie. « Je ferai de mon mieux pour honorer la mémoire de votre femme. » Karim regarda la salle qui se vidait lentement. Tu sais, Rime disait toujours que les vraies révolutions commencent dans les berceaux, que le monde change quand nous commençons à voir chaque enfant comme précieux, quelle que soit son origine. Il se tourna vers Anna, son regard à la fois triste et déterminé. Ce que tu as fait pour Amir, cet instinct de protection qui transcende les barrières sociales, c'est exactement ce que Rime défendait. Au fond de la salle, un photographe immortalisait discrètement la scène. Le puissant Cher et l'ancienne femme de ménage, deux parents unis par l'amour de leurs enfants. Demain, l'image ferait la une des journaux de Dubaï, symbole d'une nouvelle vision pour la fondation. Mais pour l'instant, dans la douce lumière du soir, entourée du parfum sucré des pâtisseries et du murmure des dernières conversations, Anna ressentait simplement de la gratitude. Pour Noah qui dormait paisiblement, pour le chemin imprévisible qui l'avait mené ici, pour le courage qu'elle ne savait pas posséder jusqu'à ce qu'elle entende le cri d'un enfant en détresse. « Merci, » dit Karim. « Merci de voir, » répondit Anna. La dernière lumière argentait l'eau visible par les grandes baies vitrées. Elle chuchota à Noah et à quiconque écoutait. Même les invisibles ont une valeur que le monde doit voir. Le matin à Deira portait le souffle chaud du marché, aux épices, cardamome, safran, curcuma réveillant la rue. Le nouveau badge d'Anna pendait à une lanière. Son plastique cliquetait doucement, tandis que Noah l'agrippait de ses doigts potelés. Leur appartement sentait le savon frais et l'espoir. Fatima versait du thé, la menthe s'élevant avec la vapeur. « Tu vois » sourit-elle, ses yeux se plissant. « Forte et constante. » 6 mois s'étaient écoulés depuis le gala. Le printemps avait cédé la place à un été brûlant, qui s'adoucissait maintenant dans la douceur relative de septembre. Anna contemplait la vue depuis la fenêtre de son nouvel appartement dans le complexe de la fondation. Un espace lumineux, aux murs couleur crème, avec une petite terrasse donnant sur un jardin communautaire où des bougainvilliers éclataient, en cascade fuchsia contre le ciel bleu intense. Noah, maintenant âgé d'1 an, faisait ses premiers pas hésitants sur le tapis moelleux. Ses gazouillements se mêlaient au chant des oiseaux qui nichaient dans les palmiers environnants. Dans la cuisine ouverte, Fatima préparait le petit déjeuner, l'arôme du za'atar et de l'huile d'olive se mêlant à celui du café fraîchement moulu. « Il marche comme son père », observa la vieille femme, qui avait accepté l'invitation d'Anna de venir vivre avec eux. Même démarche déterminée. Anna sourit, un mélange de joie et de mélancolie dans son regard. Marcel aurait été si fier. Elle ajusta son uniforme, une tunique bleu pâle avec le logo discret de la fondation Rehem Al-Mansour brodé sur la poche, et vérifia son badge, directrice adjointe du programme de formation des soignants. Parfois, elle devait se pincer pour croire que tout cela était réel. « N'oublie pas ton déjeuner », rappela Fatima, tendant à Anna une boîte contenant du couscous aux légumes et des boulettes d'agneau. « Le docteur Mercier m'a dit que tu oublies, souvent de manger quand tu travailles. »
Anna leva les yeux au ciel, amusée. Laurent est une vraie commère. Le docteur Mercier était devenu bien plus qu'un mentor, un ami, un confident, parfois même une figure paternelle. Sa rigueur professionnelle, tempérée par une compassion profonde, avait guidé Anna à travers les complexités de son nouveau rôle. Un coup discret à la porte annonça l'arrivée de Sanaé, qui venait chercher Anna pour leur journée de travail. La jeune Marocaine était désormais responsable de la crèche de la fondation où Noah passait ses journées entouré d'autres enfants. « Bonjour, famille Silva », lança-t-elle joyeusement, entrant dans l'appartement, ensoleillé. « Prête pour une autre journée d'aventure ?» Noah gazouilla de plaisir en reconnaissant Sanaé, tendant ses petits bras vers elle. L'ancienne nourrice le souleva avec une tendresse évidente, murmurant des mots doux en arabe. « Le cher viendra visiter la nouvelle aile pédiatrique aujourd'hui », informa Sanaé, tout en aidant Anna à rassembler les affaires de Noah. Leila a envoyé 3 emails ce matin pour s'assurer que tout serait parfait. Anna sourit. Laïla Kassim. Un an plus tôt, elle aurait tremblé à la simple mention de ce nom. Aujourd'hui, une étrange complicité s'était développée entre elles, pas tout à fait de l'amitié, mais un respect mutuel, forgé dans l'adversité partagée. « Comment va-t-elle » demanda Anna, sincèrement intéressée. Sanaé haussa les épaules. Toujours aussi perfectionniste, mais différente d'une certaine façon, plus humaine. Fatima, qui écoutait leur conversation tout en préparant un sac pour Noah, intervint avec sa sagesse habituelle. Les personnes les plus dures sont souvent celles qui ont le plus souffert. Il faut du temps pour que la glace fonde. En quittant l'appartement, Anna embrassa Fatima sur la joue. « Ne t'épuise pas avec ton nouveau projet de couture », recommanda-t-elle. La vieille femme agita la main avec désinvolture. « À mon âge, ma chérie, c'est le travail qui nous maintient en vie. » Le trajet jusqu'au bâtiment principal de la fondation était court. Une agréable promenade à travers des jardins parfumés où des fontaines créaient une fraîcheur bienvenue. Des mères avec leurs enfants, des médecins en blouse blanche, des administrateurs affairés, tous saluaient Anna avec respect et affection. La femme de ménage brésilienne était devenue une figure aimée et respectée. À la crèche, décorée de couleurs vives et de dessins d'enfants, Noah rejoignit ses petits camarades. Parmi eux, Anna reconnut Amir, désormais un robuste bambin, aux boucles sombres et au sourire contagieux. Le fils du cheikh ne bénéficiait d'aucun traitement spécial ici, juste un enfant parmi d'autres, partageant jouets et rires. « Il adore les histoires que tu racontes », confia Sanaé à Anna, observant Amir qui s'installait déjà dans le coin lecture, attendant impatiemment l'heure du conte. Surtout celle avec les animaux brésiliens. Anna sentit une vague de tendresse l'envahir. Ce petit garçon, dont le cri de détresse avait changé sa vie, occupait une place spéciale dans son cœur, pas seulement comme le fils de son bienfaiteur, mais comme un rappel que parfois, les actes les plus simples pouvaient avoir les conséquences les plus profondes. Dans son bureau, un espace modeste mais lumineux orné de photos de Noah et de dessins d'enfants, Anna révisa le programme de la journée. Une session de formation pour les nouvelles recrues, une réunion avec l'équipe médicale, la visite du cheikh. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Leila se tenait là, impeccable dans son tailleur crème, un dossier à la main. « Bonjour Anna, dit-elle, son ton professionnel mais dépourvu de la froideur d'autrefois. J'ai pensé que tu voudrais voir les derniers chiffres avant la visite du cheikh. » Anna l'invita à entrer, lui offrant une tasse du café brésilien qu'elle gardait toujours pour les visiteurs. Leila accepta, s'installant avec une grâce mesurée sur la chaise en face du bureau. « Le programme de soins à domicile que tu as initié montre des résultats remarquables, » commenta Leila, feuilletant le rapport. 57 familles servies le mois dernier avec un taux de satisfaction de 98%. Anna hocha la tête, fière, mais humble. Le programme, inspiré de ses propres expériences avec Noah, envoyait des soignants formés dans les foyers de familles immigrées
qui n'avaient pas accès aux soins traditionnels. C'est grâce à l'équipe, répondit-elle simplement, et à ton expertise en gestion de projet. Un moment de compréhension silencieuse passa entre les deux femmes. Leur relation avait parcouru un long chemin depuis ce matin fatidique dans la chambre d'Amir. Leila referma le dossier, hésita, puis demanda d'une voix plus douce « Comment fais-tu, Anna, pour voir si clairement ce qui compte vraiment ?» Anna réfléchit, surprise par cette rare ouverture personnelle. « Je ne sais pas si je vois plus clairement, » admit-elle. « Peut-être que j'ai simplement appris à écouter mon cœur aussi fort que ma tête. » Un sourire inattendu éclaira le visage habituellement composé de Leila. J'étais tellement concentré sur la protection de l'image du cher, sur le maintien des traditions. J'ai oublié pourquoi nous faisions tout cela en premier lieu. Anna comprit alors quelque chose qu'elle n'avait jamais pleinement saisi auparavant. Derrière l'armure de perfection de Leila se cachait simplement une autre femme essayant de faire de son mieux dans un monde compliqué. Plus tard dans la journée, après une session de formation où Anna avait enseigné à de nouvelles recrues comment reconnaître les signes de détresse respiratoire chez les nourrissons, elle se rendit au jardin thérapeutique de la Fondation. C'était son endroit préféré, un havre de verdure où les plantes médicinales du monde entier côtoyaient des aires de jeu adaptées aux enfants en convalescence. Elle y trouva le cher Karim, assis seul sur un banc de pierre, observant Amir qui jouait avec d'autres enfants dans un bac à sable ombragé. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-elle doucement. Karim leva les yeux, son visage s'éclairant d'un sourire chaleureux. « J'espérais te voir avant la réunion officielle. » Anna s'assit contemplant avec lui la scène paisible des enfants jouant. Au-delà du jardin, la skyline de Dubaï scintillait dans la lumière de l'après-midi, un rappel constant du contraste entre ce sanctuaire verdoyant et la métropole frénétique qui l'entourait. « Réhem aurait voulu cela, » dit-il doucement. « Voir l'amour, choisir l'action. » Anna hocha la tête. La miséricorde ne demande pas toujours la permission. Parfois, elle se présente simplement et fait ce qui est juste. Elle leva les yeux vers le ciel d'un bleu parfait. Quelque part dans cet immense cosmos, elle aimait penser que Marcel et Rim veillaient sur eux, peut-être même en souriant de cette étrange façon dont le destin avait entrelacé leur vie. « Tu sais, » dit Karim après un moment, « avant tout, cela je craignais que mon fils ne grandisse sans comprendre la valeur de la compassion. Dans notre monde de privilèges, il est facile d'oublier que la vraie richesse réside dans notre capacité à nous connecter les uns aux autres. » Anna observa Noah qui s'était joint au jeu, partageant généreusement sa pelle avec Amir. Les Sacides, deux garçons si différents par leur naissance mais si semblables dans leur joie enfantine, construisaient ensemble un château de sable imparfait mais magnifique. Chaque enfant est la question de chaque mère, cita-t-elle les paroles de Rim. Et peut-être que la réponse est simplement l'amour, non pas comme un sentiment, mais comme une action quotidienne. Le soleil commençait sa descente, dorant les palmiers et les bâtiments de la fondation d'une lumière ambrée. Dans quelques heures, Anna rentrerait à son appartement, écouterait les histoires de couture de Fatima, lirait une histoire à Noah avant de s'endormir. Une vie ordinaire dans son extraordinaire simplicité. « Merci », dit Karim, les mots simples portant le poids d'une gratitude profonde. « Merci de voir », répondit Anna, comme elle l'avait fait ce soir-là au gala. Une brise légère soulevait les feuilles des oliviers. Au loin, un muezzin commençait l'appel à la prière de l'après-midi, sa mélodie ancienne se mêlant au rire des enfants. Anna ferma brièvement les yeux, savourant ce moment de parfaite harmonie. Même les invisibles ont une valeur que le monde doit voir, murmura-t-elle, non pas comme un slogan, mais comme une vérité vécue jour après jour dans les petits miracles ordinaires de compassion et de courage.